je suis ravi que vous m'ayez invité aujourd'hui à essayer d'exprimer des choses sur notre groupe. Donc, comment faire pour pas être ennuyeux? Ça va être très difficile, mais je vais essayer de vous donner quelques éclairages sur notre manière d'être en lien avec le monde de l'océan et des océans. En fait, ce que je peux vous dire, donc en quelques minutes, la première chose, c'est que notre groupe est né en Bretagne et il se trouve que l'Agacie, c'est exactement l'interface entre le commerce maritime, avec les petites pénichettes qui remontaient au Moyen-Âge jusqu'à l'Agacie, et les colporteurs qui partaient à pied. Donc, c'est vraiment une zone d'interface. C'est un peu symbolique, mais ce qu'on appelle le bout du pont chez nous, on en parle souvent, de cette interface entre la Bretagne intérieure et la Bretagne maritime. Il y a aussi, peut-être vous le savez, Daniel Rocher, qui est le fils de Monsieur Rocher, qui a, une fois que l'entreprise a démarré, a eu une espèce de forme de révélation sur le monde de l'océan. Il a participé à la création d'une marque qui s'appelle Daniel Jouvence, dont on pourra parler, et qui a été une marque qui a cherché à travailler le lien entre consommation cosmétique, dans tout ce que ça a, et monde marin, avec son intuition autour du plancton phosphorescent qu'il avait complètement, je dirais, magnétisé. Et en fait, la marque Daniel Jouvence, elle a développé un centre, pas mal de choses dont je pourrais vous parler, mais un petit centre de recherche à Watt, sur l'île, où en fait, ça a démarré par un petit travail pour les homards qui étaient en voie de disparition. Donc, il y a eu un peu des nurseries de homards, et puis ensuite, un travail sur les microalgues, d'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs, dont Alain Coutet du Muséum, qui était un spécialiste des algues, qui est maintenant, je crois, voilà, mort, mais qui avait, je me souviens, une collection de petits microscopes anciens qui étaient une merveille et qui était un plongeur aussi à ses heures. Donc voilà, des espèces de formes de liens déjà dans la manière dont l'entreprise s'est propagée et agrandie. Alors on a aujourd'hui plus largement le groupe Rocher qui est Petit Bateau, Yves Rocher, des marques comme ça. On a des choses face à la question océanique. D'abord, on est très ancré, on est très en lien avec les modes d'agriculture, mais aussi avec les ventes, c'est-à-dire en relation avec des consommatrices, cosmétiques, textiles, comme je vous l'ai dit. Donc, on a des enjeux de pollution. On a des enjeux de pollution par les produits de protection solaire, par exemple. Hein. C'est un vrai sujet qui nous touche, nous et tous nos camarades. Mais aussi toutes les particules type oxyde de titane, donc pas tout à fait chimiques, mais enfin, c'est quand même des matières un peu embêtantes. On a la question des dégradabilités et biodégradabilité, non écotoxicité, eau douce, puis maritime des produits moussants. Donc, c'est aussi un grand enjeu de formulation adaptée. On a un enjeu de plastique que vous connaissez, je pense, 10 fois mieux que moi sur cette partie océanique, que je connais un peu sur la partie conception de produits. Comment diminuer notre lien au plastique, au volume mis sur le marché, que ce soit des packaging, que ce soit, vous savez, des microplastiques dont on a beaucoup parlé et donc qu'on a essayé d'éliminer. Comment recycler, comment être en capacité de passer à un autre monde là-dedans. C'est pareil pour le textile. On a à la fois des enjeux de textile, donc le coton, ça va plutôt pas mal. Sur la partie océanique, c'est quand même un problème d'eau, de pluie, par ailleurs pour la partie irrigation. Mais enfin, on a des ancrages, on a des machines à teinture qui sont très polluantes. Donc, comment faire pour évoluer? On a déjà commencé naturellement, mais vous voyez que c'est des sujets où, finalement, dès qu'on tire le fil, eh ben, comme vous le savez très bien, on tombe sur l'océan. Et ça va être un des points que je vais évoquer sur, en tout cas, moi, mon désir et ma passion sur ce sujet-là. On a évidemment un enjeu de transport maritime. On a fait partie des groupes et des organisations économiques qui font trafiquer des produits par des bateaux. Il y a la Chine, il y a l'Asie, il y a d'autres endroits. Et donc, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a l'enjeu énergie avec… alors, je vais y revenir parce que c'est important. L'énergie, c'est fondamental parce qu'en fait, c'est le moteur de plein de choses. Et dès qu'on parle d'énergie, on parle de climat, on va parler de l'océan, du fond océanique et de la biodiversité. Et c'est vraiment important. Alors, comment on a déjà abordé ces questions-là, nous, pour l'instant? Je vais vous dire que j'ai envie de démarrer par ce qui me paraît le plus essentiel et le plus récent. C'est peut-être le savez-vous, mais notre groupe est devenu société à mission au sens qu'elle s'est dotée, en plus de la performance et l'efficience économique, d'une espèce de forme de mission. Et en fait, avec l'âge, moi, je me dis que c'est fondamental, c'est comment faire en sorte que nos collaborateurs, nos partenaires, y compris dans les magasins ou fournisseurs, en fait, on ait une conscience environnementale pour que les décisions qu'on prenne soient de plus en plus raffinées au sens de diminuer cette empreinte,
Donc, c'est ça qui est pour moi finalement le plus fondamental. Alors, c'est aider, on est aidé par plusieurs choses. Un, on a un soutien important, je dirais plein et entier, un festival photo nature à l'Agacie qui multiplie les expos, le fait de donner à voir aux gens qui passent, et il y a 350 000 visiteurs par été, à la fois les beautés, mais aussi les périls océaniques. Voilà. Alors, cette année, il y avait des choses sur les pôles. Il y a Marco Zanzanello, qui est un Italien, qui fait des trucs un peu tragicomiques qu'on a exposés. Donc, ça donne à voir des choses à la fois graves et à la fois belles sur les mondes océaniques et les mondes de la biodiversité. Il y a la mobilisation des collaborateurs. On a inventé une espèce de forme de Nature Academy où on engage nos collaborateurs à être sensibles par la promenade profonde dans la forêt, par des choses, et aussi par des nettoyages de rivières, de plages, etc. Être sensibles à leur environnement. Donc, on a à peu près 7 000 collaborateurs sur 16 000 qui sont embarqués dans des actions de ce type-là. Donc, c'est pas mal, hein. C'est quand même déjà un truc assez important. Euh, on a on a aussi Petit Bateau, qui est une marque qui, par nature, a un nom voilà, qui relie à l'océan, en tout cas à l'enfance dans le rêve qu'on en a de l'océan, et qui s'est engagé avec Water Family pour se dire que bah, les jeunes générations, il faut les emmener au bord de l'eau, alors que ce soit la rivière, l'eau douce, ou que ce soit le bord de la mer, parce qu'en fait, c'est là qu'on joue, et en jouant avec son corps, on appréhende, on s'approprie des questions fondamentales de notre rapport et notre intégration aux espaces naturels. Et puis, plus largement, au sein de nos activités industrielles et commerciales, on a pas mal de choses. Je n'ai pas tellement envie de vous dire tout, mais on travaille sur les sciences Basse Target à court terme. C'est avec le pôle de l'Agacie pour essayer de combiner des formes avec des fournisseurs, avec le territoire, avec les acteurs, y compris les citoyens, sur des formes d'énergie renouvelable. On est aussi pas mal implanté, peut-être le savez-vous, sur les haies. La haie, c'est en fait peut-être une espèce de forêt continue qui va aller toucher la mer. Ça pourrait être un peu poétique, mais en fait, le chauffage au bois, l'implantation régionale et le travail breton est quand même très emblématique de ce lien côtier important. On travaille aussi avec la CBA et on vient de se lancer sur un projet qui s'appelle Reset, avec Reset sur des alternatives plastiques. J'espère que je ne vous saoule pas. Pour l'instant, je continue. Voilà. Et puis, on a des mutations, par exemple, vers des formulations écolabel pour tous les produits de la marque Stanome, qui est une marque de produits d'entretien à la maison. Et les produits d'entretien à la maison, on sait que c'est des produits qui, en fait, impliquent pas mal, nous, les humains qui vivons dans les maisons, mais aussi toute l'eau qui s'en écoule. Voilà. Et puis, vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais alors dans ce cas-là, je vous le dis avec grand plaisir, que j'ai la chance, avec Hélène Le Riche, chez Auré, une association française qui a maintenant 30 ans, qui est assez géniale. On a eu la chance de travailler sur le lien entre business et biodiversité, économie et biodiversité, de publier pas mal de petites choses, de faire des modélisations, d'embarquer quelques thésards et d'essayer de comprendre un peu mieux comment on peut, plus qu'infléchir, mais on peut penser, et Jacques Weber était un grand inspirateur pour nous, penser des nouvelles manières de frugalité, de sobriété dans la manière de vivre les choses. Voilà, ça nous a permis d'intervenir, voilà, d'avoir un certain nombre de relations, de discussions, de disputations et de travailler, par exemple, lors de la COP 15, un peu sur les océans avec Gilles Boeuf, l'Aquarium de Paris et des gens comme ça. Voilà, et puis ces petites activités, ces manières aussi de voir, parfois de façon un peu décalée, un peu de convoquer à la fois la science, mais aussi donc la science académique, mais aussi, parce que je suis un petit peu au muséum, mais aussi la poésie, ou en tout cas la philo, ou la socio, avec des gens comme Bruno Latour. Ça nous a permis de, de, de montrer des expérimentations terrain qui pouvaient avoir parfois comme un tissage du sens. Et donc, on a pu intégrer et devenir chair du Global Partnership Business et Biodiversité de l'ONU. À l'ONU, il y a 3 conventions et la diversité biologique a une convention importante, en tout cas pour nous. Et dans cette convention, il y a une petite plateforme économie et biodiversité dans laquelle on est actif. Et je sors d'une réunion avec eux là, à l'instant. Voilà. Avec aussi un
petit voilà, éclairage qu'on pourra partager peut-être en lien une petite publication d'un livre sur les mots de la biodiversité autour de voilà, comment aborder de manière différente et contradictoire des mots de la biodiversité, envie, compensation, des choses comme ça, à travers des textes faits par un certain nombre de personnalités, anthropologues, économistes et autres. Voilà. Alors en fait, je vais terminer, comme ça je vous laisserai, et j'espère ne pas vous avoir embêté. En fait, pour moi, le fait d'être avec vous chez Respect Océan, c'est assez fondamental. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a une conscience de la catastrophe de l'Anthropocène et qu'on veut y aller de manière humainement, voilà, dans l'aventure d'un désir de faire quelque chose, de l'humilité aussi de faire quelque chose, mais dans le désir de se dire, la vraie aventure, c'est de rentrer dans ce monde-là et de changer nos manières de faire, en tout cas, pour essayer de changer les manières de faire plus générales. Je pense que le lien entre océan, entre son plancher océanique, entre sa surface, entre ses côtes, entre sa diversité méconnue, ce lien-là avec la biodiversité terrestre, puisque Michel Boeuf l'explique très bien, les animaux qui sont sortis de l'eau, en tout cas cette biodiversité terrestre, et ensuite par le climat, revenir sur la surface de l'océan, c'est quelque chose qui est très continu et qui permet des formes de reliance. Donc pour moi, c'est très important. C'est important aussi parce qu'on est une entreprise bretonne et qu'on est dans le Finistère, on est en Morbihan, mais le Finistère, c'est vraiment la fin de la Terre. Comment, lorsqu'on quitte la Terre, on s'adresse à d'autres dimensions. Voilà, encore une fois, je voudrais convoquer pas simplement les dimensions scientifiques de l'océan, mais d'autres aussi. Et puis, je pense qu'on a collectivement, et l'océan le permet aussi finalement, on a collectivement intérêt à se situer. C'est-à-dire, je crois beaucoup à la notion de compas et de boussole. Pour les temps dans lesquels on va aujourd'hui aller, plus on aura de capacité à se situer à soi-même et aussi nos sociétés, nos économies, en termes de boussole, plus on sera capable de s'adapter aux rebonds et aux signaux que nous envoie Gaïa, notre chère planète. Et puis, je terminerai en vous disant que c'est un grand plaisir personnel, parce que l'estran a aussi formé ma petite enfance à la Forêt-Fouesnant et qu'il y a quelque chose qui résonne en moi autour de cette plage ou cet estran qui est toujours refait marée après marée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur à la fois le groupe, à la fois notre désir et à la fois l'importance qu'on peut accorder à ce que vous allez partager comme message. Et que j'aimerais bien partager voilà, tout de suite par des échanges. Merci Claude pour la présentation. Merci Claude pour la présentation, c'est parfait, c'est pile poil dans les 15 minutes, donc c'est génial. Moi j'ai reçu une première question par email qui concerne l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça apporte au groupe d'être une entreprise à mission? Ça apporte pas mal de choses. Je vais démarrer par celle qui me paraît la plus importante, c'est une fierté incroyable. C'est un peu comme des limailles de fer sur un aimant. Ça nous a orientés tous vers un chemin commun. Ça a l'air de rien, mais justement, je reviens à l'orientation. Dans un temps aujourd'hui où les gens sont déboussolés, déprimés, on peut avoir tendance à s'asseoir dans une espèce de, même pas contemplation en fait, dans quelque chose qui n'est pas chouette. Et ça a été incroyable. Tu veux vraiment témoigner de ça, de l'élan que ça a provoqué. La deuxième chose que ça a donné, c'est que ça ouvre. Ça ouvre parce qu'en fait, on a structurellement inscrit dans notre mission une thématique, la reconnexion à la nature, donc des actions, donc un comité mission. Donc ça structure en fait un comité de direction, mais aussi des collaborateurs autour de nouvelles thématiques qui vont au-delà du business normal. Donc, c'est vraiment important. Et quant à l'ouverture, ça nous oblige à travailler avec d'autres. En fait, ça oblige à rendre poreuse, un peu comme la coquille de l'oursin, rendre poreuse notre univers pour, en fait, se dire, plus ça va et plus, on n'est pas très bon toujours là-dessus, mais plus il va falloir qu'on travaille avec le monde des achats et les fournisseurs, avec le monde du retail, par exemple, avec nos magasins et les gens qui travaillent dans les magasins, avec les parties prenantes, ONG ou académiques. Et en fait, plus on le fait, et plus on s'ouvre, et plus en fait on y retrouve en fait une espèce de forme de confiance
On sait bien que la banque marche à la confiance, l'entreprise aussi, elle marche à une espèce de forme de confiance. Et puis je pense que c'est bien pour l'entreprise en termes aussi d'image, de recrutement des salariés. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tu as reçu d'autres questions dans la fenêtre de discussion. Est-ce que tu veux que je te les relaye ou est-ce que tu choisis celle à laquelle tu souhaites répondre en premier? Alors, je vais vous dire je vais essayer de répondre à ces questions-là. Alors, la démarche qui nous a permis de faire ça, oui, ça a été une démarche assez amusante, assez intéressante. On a à la fois les CODIR, ils ont les COMEX, enfin, ces gens-là qui sont dans la responsabilité parfois harassante, je sais pas, et la sélection des élites aussi est une question. En fait, on les a pris un par un pour qu'ils redeviennent eux-mêmes. Et on les a emmenés à La Baleine. À l'époque, c'était La Baleine, c'est le petit restaurant à côté du muséum. Tout seul, à 8h30 du matin jusqu'à 11h30, et ils avaient en face de 7 personnes. Un patron de grosse entreprise, un patron de start-up, il y avait une mix de femmes et d'hommes, de start-up, une ONG, des consultants, un salarié, nous. Et en fait, on leur a dit, donnez pendant un quart d'heure, 20 minutes, votre idée de la stratégie du groupe, et ensuite les autres ont donné des contre-éclairages. Et en fait, on leur a demandé de ne pas réagir, d'être comme une éponge, et d'absorber tous ces échos qu'ils avaient. Donc, 7 personnes x 7, ça fait 50 personnes qui ont apporté du jus, qu'on a épongé, qu'on a repressé dans un récipient, et on a sorti, je dirais, voilà, à peu près 70 grandes questions qui ensuite ont été travaillées au COMEX. En parallèle de ça, on a pris des jeunes, 35 jeunes internationaux, pas tellement en France, mais plutôt ailleurs, en dessous de 30 ans, on leur dit, mais comment vous voyez le groupe? Et on a fait la même chose. Avec ces deux types de récipients, en fait, on a pu extrêmement rapidement rédiger notre mission et la raison d'être du groupe. Donc, voilà sur la manière dont on s'y est pris, à la fois lente à des moments et très accélérée à d'autres moments. Et le fait qu'on soit une entreprise familiale a permis ça. C'est-à-dire qu'on peut à des moments prendre un peu de temps et on peut à des moments fondre, tel le faucon sur sa proie, pour aller vite. En fait, la rédaction, on l'a faite en une journée et Brice Rocher nous a dit on ne sort pas de la pièce tant qu'on ne l'a pas rédigé. Donc, en fait, il y avait une espèce de rapidité pour le faire et pour ne pas débattre et gloser pendant je ne sais pas combien de temps. Après une phase de maturation. Ensuite, moi, je pense que ça apporte beaucoup par rapport à la RSE pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas venu comme ça. On n'a pas décidé de venir à cette mission comme ça. Ça vient après un parcours où petit à petit, le groupe a commencé à exister dans son corps, a commencé à se projeter dans l'avenir, a commencé à avoir des grands objectifs. Et en fait, c'est devenu presque comme un dauphin qui pose un enfant sur le bord d'une plage. Les enfants autistes, là. Et c'est presque naturellement qu'en fait, le fait de devenir sur cette émission devenait en fait le symbole ou l'emblème de cette transformation vers des inducteurs, on a appelé ça des ambitions 2030, qui nous projettent sur des dimensions carbone, plastique et autres. Et puis, je pense que ça nous a permis aussi d'embarquer cette grande dimension Bicorp. Hein, c'est un peu un outil pour nous d'embarquement de tout le monde. Donc, je dirais que c'est un dispositif global et d'être sur cette émission, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça nous a mis comme des limailles de fer dans cette projection commune de se dire, mais c'est vraiment important cette reconnexion aux questions de biodiversité dans la manière dont on veut le dire. Voilà. Et l'entreprise vient d'être labellisée entreprise engagée pour la nature aussi. Oui, c'est vrai. Là aussi, c'est naturel. Je vous l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, on est né en Bretagne, à Lagacy. Et cette expérience territoriale avec le village, le canton, l'économie, mais aussi le tourisme, mais aussi la culture, mais aussi la protection environnement et aussi les académiques, Rennes, Brest et autres, ça nous permet aujourd'hui de vraiment trouver des leviers pour se dire l'engagement pour la nature, il peut avoir de réalité. Et en tout cas, on peut témoigner de choses assez concrètes. Ça peut être un jardin botanique, ça peut être des cultures où on fait de l'agroécologie avec les agriculteurs du coin, donc on ne le fait pas que chez nous. Mais on essaye de travailler sur la terre qui n'est pas forcément géniale là où on est en termes de qualité agronomique, mais comment est-ce qu'on peut se préparer au changement climatique avec des haies, avec un certain nombre de choses. Voilà. Donc, en fait, l'engagement pour la nature se prépare comme ça. Il est aussi lié, par exemple, à la Fondation Jouvence ou à la Fondation Yves Rocher, la Fondation Yves Rocher est sponsorisée par la marque Yves Rocher, mécénée par la marque Yves Rocher, qui
commence à avoir une expérience de plantation de arbres en France et dans le monde qui est conséquente, donc qui nous apporte quand même des vraies questions et pas tellement de réponses, mais en tout cas des vraies actions sur ce que c'est que l'arbre comme un être qui fait réseau. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. J'en ai reçu une autre sur mon téléphone. Est-ce que vous avez identifié en interne des actions qui vous permettraient de réduire encore plus vos impacts sur l'océan? Est-ce que vous avez déjà une réflexion au-delà de tout ce que vous faites déjà et qui est super et que tu as présenté? Mais est-ce qu'il y a du coup d'autres actions qui pourraient être identifiées et qui vous permettraient de vous engager plus fortement encore sur les enjeux océaniques? Non, je ne crois pas que je sois capable de répondre. Je serais content d'y travailler avec vous. On a quand même une question qui est fondamentale, c'est et c'est vraiment très complexe, hein. Comme nos camarades LVMH et autres, on est très centralisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des usines un peu mondiales et on fabrique pour le monde entier. Donc, il y a des moments, on peut se poser la question de savoir si fabriquer, on a optimisé tout ça, c'est très optimisé. Donc aujourd'hui, on est comme un peu dans la fourmi, dans le truc du fourmilier. On peut pas sortir de l'entonnoir de sable. Mais objectivement, est-ce qu'il faut relocaliser les verriers, un certain nombre de métiers pour arrêter d'avoir des bateaux qui se baladent sur l'océan? Est-ce qu'on pourrait avoir des formats de transport plus lents? Je sais qu'il commence à y avoir des petits cargos à la voile. En fait, il y a plein de sujets comme ça qui sont des sujets qu'on commence à envisager parce qu'on a beaucoup de matières ou d'objets qui traversent les mers. Parmi les participants aujourd'hui, Claude, tu as l'entreprise Neoline qui justement porte un projet de transport à la voile, donc tu pourras éventuellement les contacter après. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Voilà, du coup, il y a eu d'autres questions qui ne sont pas arrivées sur mon téléphone, celle-là, je suis en train de regarder. C'est le vol systématique. Ouais. La question, c'est en final, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Alors, moi, j'ai envie de répondre à la question on a toujours des choses à faire, donc effectivement, mais je vais laisser Claude répondre parce que moi, je pourrais parler des heures de ça. Là, c'est une posture un peu philosophique. Il y a un certain nombre de gens qui l'évoquent. Bruno David du Muséum l'évoque aussi. En fait, si on prend Rachel Carlson, le rapport Brundtland, oui, il y a 50 ans, il y avait vraiment, avec le recul, quelque chose d'immédiatement possible à faire, y compris le changement des moteurs de voiture. Enfin, tout ça était techniquement faisable. Donc, on ne l'a pas fait pour des tas de raisons. Moi, je constate que les humains, bon, il y a Sapiens, ce bouquin que vous connaissez, Hariri, qui dit aussi cette difficulté que Sapiens a. Certaines communautés ont réussi à switcher, d'autres non. Donc, j'ai des formes de désespoir, mais aussi, je me dis que l'aventure, c'est de continuer à penser qu'on en est où on en est, mais qu'on peut quand même, on peut quand même continuer à influer les choses. Il me semble qu'on va devoir passer par des crises de plus en plus violentes, sans doute, humaines et sociales et environnementales, qui feront qu'à un moment donné, les humains seront obligés de bouger plus fort et plus vite. Mais déjà, toutes les préparations qu'on fait, c'est pour ça que moi je crois assez aux COP, comme des lieux où il y a quand même une forme de diplomatie qui se met en place. Elles sont parfois bonnes COP, parfois des COP pas terribles, mais de fait, c'est quand même mieux que se battre à l'épée et c'est quand même des préparations de nos futures diplomaties. Donc en fait, je continue à penser que ça reste utile, vous voyez. Donc j'essaie d'avoir une espèce je ne sais pas si on peut dire de joie, mais de décision que, eh ben, en tout cas, on ne peut pas arrêter d'être debout. Voilà. Enfin, c'est peut-être un peu orgueilleux, mais voilà, donc je n'ai pas de réponse à votre question naturellement. Tu as reçu 2 nouvelles questions. Après, je propose qu'on arrête là après ces deux questions, puisqu'on va dépasser le temps, mais tu as reçu deux nouvelles questions dans la fenêtre de discussion. Ouais. Alors,
D'abord, en fait, tous nos collaborateurs, que ce soit des collaborateurs d'usine, du commerce, de l'ADG, partout, qui ont fait cette marche de la reconnexion, qui démarre un peu un programme qu'on a et qui est inspiré du Schumacher Collège. Je suis stupéfait par le fait que ça bouge vraiment leur sensibilité aux choses. Donc, moi, il me semble que, alors, il y a Anne-Caroline Prévost, Peter Card aux États-Unis, c'est vraiment démontré aujourd'hui que votre sensibilité, votre relation à la nature est bougeable dans les générations. Et qu'en fait, vous savez qu'il y a de l'amnésie environnementale, mais plus on est urbain, etc., plus en fait on est distancié et que cette reconnexion a vraiment des vertus d'abord de bien-être sur le moment et aussi pour le futur. Bon, il y a des gens qui en Asie travaillent beaucoup ça, Augustin Berg ou d'autres, voilà, François Julien, mais c'est vraiment important qu'on revisite de manière anthropologique ces questions-là pour réinventer nos modes d'être en société, en ville ou à la campagne. Et puis, oui, on a la chance d'avoir une petite fondation, la Fondation de la Jouvence, qui a trois types d'actions. Une action de replantation de corail avec des populations en Pacifique, qui est très intéressante parce qu'en tout cas, les peuples de pêcheurs apprécient a priori le travail qu'on fait, même s'il est microscopique. On a des écoles de biologie marine qu'on fait chaque année, enfin tous les 2 ans, pardon, tous les 2 ans dans une région du monde différente et où en fait on invite les scientifiques du coin avec des professeurs de France à travailler sur les questions océaniques qui les concernent. Donc ça fait une dizaine d'années que ça dure et on a beaucoup de succès. Et puis on a eu quelques missions Horacean qui nous ont permis d'aller dans différents types d'îles, Mascarène et autres, et où on a travaillé des questions plus d'inventaire. Voilà. Donc on a une petite vigilance sur ces questions-là. C'est pas énorme, mais c'est quand même très actif. Et puis comme je vous ai dit, Petit Bateau a l'intention d'emmener des centaines de milliers d'enfants dans cette expérience de l'eau vive et de éprouver son corps face à cette question-là. Donc, on pense que ça aura, et on pourra en parler plus tard, mais on pense que ça aura de l'impact. Et nous, vraiment, notre intention, c'est de dire, bah, à l'échelle qu'on est, au moins que 100% des collaborateurs qu'on a, comme c'est marqué par Clara, qui est avec moi là, et qui travaille avec moi sur ces sujets-là, que 100% des collaborateurs, bah, ils aient eu ces moments-là où on se promène pendant 3-4 heures dans la forêt avec des gens qui nous font revisiter les temps géologiques, l'arrivée des planctons, l'arrivée de l'oxygène, les crises, voilà, un certain nombre de choses. Super, merci Claude. On est arrivé à la fin du temps imparti. Si certains d'entre vous souhaitent poursuivre des échanges, on vous envoie sur LinkedIn. Nous, on vous donne rendez-vous donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont inscrits à l'atelier Fresque Océane, à la masterclass Fresque Océane. Donc, je vais remettre le lien dans la fenêtre de discussion si jamais vous n'êtes pas encore inscrit. Ça sera donc vendredi de 13h à 14h et on fait ça en partenariat avec Alice de la Fresque Océane, qui est aussi en adhérent de Respect Océan. Donc, merci beaucoup Claude et Clara pour la présentation, que vous retrouverez donc sur YouTube dans quelques jours, puisqu'on a enregistré cette session et qu'elle sera donc, du coup, mise en ligne comme les autres sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Donc voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous et à vendredi pour celles et ceux d'entre vous qui vont venir jouer avec nous. Voilà.